Bonjour. Eh bien, pour ce nouveau numéro de À la française, j'ai le plaisir de vous emmener dans le Sauternais, et plus exactement au château de Fargues, avec Philippe de Lursalus, pour parler de l'art de la dégustation. Alors, suivez-moi. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Laurent. Alors Philippe de Lursalus, bonjour. Merci de nous accueillir au château de Fargues, dans cette jolie propriété. Château de Fargues qui respire évidemment tout ce passé historique de ta grande famille, qui a fait aujourd'hui de très grands vins dont nous allons parler à Fargues. Mais ce que je voudrais d'abord, c'est que tu nous présentes un peu cette jolie propriété et sa belle histoire, qui est l'histoire de ta famille avant tout. Qui est l'histoire, oui, qui s'entremêle avec l'histoire de la famille. C'est une propriété qui préexiste à la famille, puisque la construction date de 1306. Et ta famille en France est arrivée en... Et ma famille est arrivée, alors l'arrivée en France, on ne sait pas très bien, on a des premières traces des Lurs à la fin du Xe siècle. Et on sait qu'ils étaient établis déjà dans la région avant le mariage avec une Isabeau de Montferrand en 1472, date à laquelle des lieux. Exactement, les Lurs sont arrivés ici. Donc les Lurs se sont installés ici, ils sont devenus Lursalus par un mariage avec une Italienne quelques siècles plus tard en 1687. C'est une famille qui a eu des biens assez considérables dans le Sauternais, jusqu'à 700 hectares plantés en vignes dans le Sauternais. Voilà, ce qui a donné à la famille en fait, à un moment où on a inventé le Sauterne, dans le sens inventé, où on a trouvé cette nouvelle méthode pour produire du vin blanc liquoreux et non pas du vin blanc sec, eh bien, la famille a été très importante parce que c'était très important d'avoir un propriétaire qui a pris ce pari avec autant de possibilités de produire ce nouveau vin, si j'ose dire. Donc ça veut dire que depuis que les Lursalus sont ici, enfin les Lurs sont ici, il y a toujours eu de la culture. On peut imaginer que depuis le passage des Romains et depuis le catholicisme en France, oui. Dans le Bordelais, oui. Il nous fallait du vin. Absolument. En 1687, il y a eu un grand incendie qui a entièrement ravagé la forteresse, qui a pris là, tu vois, tu as les pierres que tu vois là sont rougies, elles ont été rougies par les flammes, elles ont été cuites par la chaleur de l'incendie. Et ça a quelque chose de fascinant, je trouve, de voir encore aujourd'hui les traces des flammes. Ça veut dire que la propriété, depuis le XVIIe, est restée comme ça. Et c'est vous qui l'avez restaurée? Exactement. Seulement depuis quelques années, mais c'est extraordinaire. C'est un pari qu'a pris mon père. Mais un pari de fou. Un pari de fou ou de visionnaire. Je sais mal faire la différence. Alors, Napoléon III disait que la différence entre un fou et un génie, elle est toute simple. Un génie, c'est un fou qui a réussi. Voilà. Exactement. Alors, c'est amusant, c'est que vous avez pris soin de la maison comme vous prenez soin des vignes. C'est magnifique, c'est joli comme tout à voir. L'entretien est splendide. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? C'est un état d'esprit général. Ouais. Je ne peux pas te donner un détail, je peux te donner des illustrations, mais en fait, le pari à Fargues, c'est de faire le meilleur vin possible et de ne faire qu'un seul vin. Ne faire qu'un seul vin, ça veut dire ne pas avoir de second vin et ne pas avoir de blanc sec, donc ne se concentrer que sur l'excellence. C'est ça que j'appelle un état d'esprit. Une fois que cette décision est prise, qu'elle est partagée avec les salariés, c'est assez facile. On se pose moins de questions, ou du moins, quand on se pose une question, on trouve plus vite la réponse. On cherche l'excellence absolue et on ne cherche pas à faire une parcelle comme ci, une parcelle comme ça, un second vin, etc. De toute façon, mon grand-père disait toujours que quand on voit l'état des vignes, on peut deviner l'état du vin. Depuis quand est-ce que ta famille a créé ce vin liquoreux de Sauterne? On date l'apparition à la
fin du XVIIe, début du XVIIIe. En fait, c'est arrivé avec le développement des voies de communication vers le nord de l'Europe, le développement de l'export des vins. Les nouveaux marchés du nord de l'Europe ont marqué une préférence pour les vins un petit peu plus liquoreux. Et donc au lieu de dire j'achète ou je n'achète pas, ils ont commencé à dire j'achète les barriques des vins les plus sucrés. Et donc il a fallu des propriétaires un petit peu aventureux, se demandant pourquoi le vin est-il plus sucré? Parce qu'il vient de cette parcelle qui a été vendangée tard. Et alors, eh bien, cette parcelle, quand elle a été vendangée, était infestée par le champignon, qui est un ennemi dans tous les vignobles. Et ils ont découvert qu'ici, ils arrivaient à faire durer cette attaque de champignons sur le raisin et que ça sublimait le raisin au lieu de le détruire, ce que ça fait dans d'autres régions. Alors, Philippe, il faut que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'il y a, mis à part le côté esthétique, des rosiers devant chaque pied de vigne. Pour le respect forcené de la tradition. C'était intéressant d'avoir des rosiers, parce que les rosiers sont plus sensibles que la vigne à certaines maladies, et que donc, en jugeant de l'état des rosiers, on pouvait préjuger de l'état des vignes. Donc on sait quand traiter la vigne, quand le rosier est malade. Alors, on voit qu'il y a un savoir-faire français qui est quand même très particulier. Qu'est-ce qui fait que nous avons finalement cette avance, ce savoir français? Parce que même quand on regarde les vins dans les Nouveaux Mondes, ils sont signés, les plus grands sont souvent signés par des familles françaises à l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette particularité française, ce savoir-faire français? Parce que nous avons depuis longtemps en France la possibilité, avec nos terroirs, de faire des grands vins et surtout, et d'abord, la possibilité avec nos marchés de les vendre. Donc les Bordelais ont pu depuis des siècles s'obstiner à faire des vins immenses malgré un terroir difficile. Nous avons un terroir qui est extrêmement humide et on se bat contre le mildiou et contre des maladies. Et nous sommes motivés dans cette bataille par le fait que les marchés nous attendent et les amateurs de vin nous attendent. Donc depuis longtemps, nous nous sommes spécialisés dans l'entêtement de produire des grands vins. Entrée, plat, dessert, comment est-ce que tu maries les vins? Alors, on marie les vins, à mon sens, en fonction de leur âge et en fonction de leur qualité organoleptique, c'est-à-dire de ce que la dégustation montrera. Pour moi, pour ce qui est des sauternes, un vin jeune entre 0 et 10 ans, il faut que tu l'accordes avec une entrée parce que tu veux laisser le vin, tu veux laisser la vivacité du vin, sa sucrosité, s'exprimer sur quelque chose de très frais qui va contrebalancer cette sucrosité. Tu vois. Une salade de crabe, pour moi c'est l'idéal, ou un carpaccio de Saint-Jacques. Voilà. Quand le vin a entre 10 et 25 ans, à ce moment-là, tu peux l'accorder avec une viande blanche, avec la chair avec la chair d'un homard ou d'un crustacé. Et puis quand tu as un vieux millésime, ça c'est le premier millésime que nous ayons fait à Fargues, qui est le 1943, alors là c'est très dur parce que le vin prend une telle importance, à mon sens, qu'il faut un plat d'une discrétion absolue, un plat qui arrive à s'effacer devant le vin, parce que le vin est roi à ce moment-là. Pourquoi cette première dégustation? Cette première dégustation est pour valider l'intégrité de la bouteille. C'est-à-dire si elle est bouchonnée ou pas? Ça peut être le bouchon, ça peut être d'autres choses. On englobe, dans le terme goût de bouchon, on englobe énormément de fautes du vin. Ça peut être une oxydation due au bouchon, ça peut être d'autres problèmes, d'autres détériorations du vin. Qui sont parfois dus à la présence de certains produits chimiques dans les chais. Je pense à ce qu'on appelle les Brettanomyces, qui provoquent un vieillissement anticipé du vin
par un effet physique. Donc vous avez un vin qui sent la selle de cheval, la transpiration. Voilà. Et ça, c'est un produit chimique qu'on retrouve dans quoi, par exemple? Alors c'est un processus chimique Oui. qui est provoqué par une molécule Oui. qui entraîne une réaction en chaîne. Ça commence par un petit doute, souvent, et puis vous attendez pour voir si ça se confirme. Et plus vous attendez, plus le vin se dégrade dans votre verre. C'est d'une tristesse infinie. Alors, on a également, évidemment, l'art de la dégustation. C'est un art au sens très général du terme, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut qu'il y ait tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi bien les verres. Est-ce qu'il y a une forme particulière pour les vins de Sauternes? L'art de la dégustation, tout d'abord, c'est l'art du plaisir avec le vin. Je pense qu'il est très important de ne pas mettre le formalisme au-dessus du plaisir que doit procurer le vin. Maintenant, si on veut s'intéresser au formalisme, effectivement, nous sommes ici à Bordeaux, donc nous avons tendance à prôner le verre à Bordeaux pour l'intégralité des vins, y compris d'ailleurs pour les vins de Champagne, qui, à notre sens bordelais, révèlent beaucoup mieux leurs arômes dans un verre à Bordeaux que dans une flûte ou une coupe. J'ai tendance à être très automatique et à servir dans une seule forme de verre pour une bonne raison, c'est que j'ai une approche un petit peu professionnelle du vin, c'est-à-dire que je veux avoir le même référent pour tous les vins que je bois. Comme le verre a une grande influence sur le vin, absolument. Il est vrai qu'un Bourgogne, on prend un verre qui est très évasé, qui va permettre d'aérer le vin et qui va permettre de révéler tous les arômes extrêmement généreux, extrêmement fruités d'un vin de Bourgogne. Bon, chez moi, j'ai tendance à être fidèle au verre à Bordeaux parce que c'est mon référent de dégustation et j'ai trop peur de l'influence du verre sur mon propre goût. Ça, c'est très intéressant. Et dans le souper, l'un boit son cognac cul sec et l'autre dit non, c'est pas comme ça qu'on boit le cognac. On le rêve, on le pose et on en parle. Et il ne le boit pas. La dégustation du vin, c'est en 3 étapes. La première, c'est la vue. La deuxième, le nez. La troisième, le goût. La vue, pour voir la couleur du vin. Le cercle. Alors, j'aurais dit la couleur générale, oui. Parce que ça peut être beau, tout bêtement. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a des indications qui peuvent être données. Alors, les indications dans un vin blanc, effectivement, si les bordures sont un peu vertes, ça peut être un indicateur de jeunesse pour le vin. Dans un vin rouge, si les bordures sont un petit peu violacées, c'est un indicateur de jeunesse. Si les bordures sont un peu tuilées, c'est un indicateur d'âge. Donc, ça permet de préparer la dégustation. Ensuite, le nez se fait en 2 étapes. Il y a le premier nez qui vous donne une vue générale et suivie par une deuxième idée qui est après l'aération. Alors l'aération, ça consiste à faire tourner son vin dans le verre avant de le sentir. Alors ça peut se faire en l'air quand on a fait 2-3 effets, et sinon sur la table, on fait tourner son verre, et le but, c'est que le vin tourne dans le verre. Il faut éviter de faire des vagues. Mon grand-père était furieux parce que je ne savais pas faire tourner le vin. Il me disait « tu fais des vagues, arrête !» Ce qu'il faut, c'est faire tourner le vin. Ça, c'est un effet très bêtement chimique, c'est-à-dire que ce que le nez sent, ce sont des molécules. Certaines molécules sont plus lourdes que d'autres, et donc quand on sent au premier nez, on n'a pas l'information des molécules lourdes qu'on va mélanger dans le verre, qu'on va faire remonter et qui vont arriver au nez après l'aération. Là, on a une information un peu plus précise, un peu plus complexe. C'est pour ça que le premier nez est intéressant, parce qu'il donne une idée générale et il guide un petit peu sur l'analyse qu'on va faire au deuxième nez. Au premier nez, on sentait des fleurs blanches et puis des fruits jaunes. Voilà, on a une idée pour le vin que nous buvons de la puissance olfactive.
Et au deuxième nez, on va aller plus dans le détail, on va se dire, bon, j'ai senti des fruits jaunes, est-ce que je peux essayer de les analyser? Et puis ensuite, dans la bouche, on trouve une information, un des sens auquel on n'a pas encore fait appel, qui est le sens du toucher. Il y a un toucher du vin en bouche. Ça peut être un côté velouté, ça peut être un côté sirupeux, voilà, il y a une dimension à prendre en compte. De matière. De matière, exactement. L'alcool, le sucre, etc., en fait, font partie d'un équilibre. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre. Ce ne Oui. sont pas les composants de l'équilibre. Oui, d'accord. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de sucre, si c'est contrebalancé par une certaine acidité, un certain niveau d'alcool et surtout une certaine amertume, à ce moment-là, le taux de sucre m'importe peu. S'il y a un déséquilibre, oui. Ah, voilà, bien sûr. là je vais peut-être chercher à comprendre d'où vient le déséquilibre, ou je vais passer à une autre bouteille. Oui. Si je dis abricot, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pour ce qui est d'un sauterne, j'aurais tendance à essayer de travailler les fruits. Donc l'abricot, oui, mais comment? Et là, si vous voulez gagner en précision, vous pouvez soit transformer votre abricot en disant c'est un abricot surmûri, oui. Ou alors vous pouvez le confire, ce qui va vous faire perdre un petit peu d'acidité. Oui. Vous pouvez faire de la pâte de fruits, ce qui va vous faire gagner en amertume. Vous pouvez en faire une tarte à l'abricot, ce qui va vous faire perdre en amertume, mais gagner énormément d'acidité. Voilà, nous avons dans le Sauternet plein de référents qui permettent de transformer les fruits. C'est génial. Parce que ces vins sont faits à partir de raisins, mais de raisins qui ont été transformés, qui ont été digérés, si j'ose dire, par un champignon qui opère ces transformations gustatives. Il y a dans ce vin, en l'occurrence, un fruit qui est extrêmement rare et qui, pour nous, correspond au Saint Graal, c'est la mandarine. Qu'on a un petit peu en fin de bouche. La mandarine, c'est le plus beau des agrumes. C'est infiniment élégant, c'est extrêmement complexe. Il y a une dimension d'amertume qui est extrêmement importante dans la mandarine. On ne peut pas imaginer la mandarine sans prendre en compte son amertume. On n'a pas ça tous les ans. On utilise la mandarine dans nos descriptions avec parcimonie parce que c'est vraiment, pour nous, ça traduit un très grand millésime. Je pense que le premier paramètre, c'est notre objectivité. Un vin sera très difficilement mauvais en bonne compagnie. Parce qu'on n'a pas envie de s'attarder sur les fautes. Un vin sera très difficilement exceptionnel au cours d'un repas désagréable. Il y a des vins faits par des amis qui me sont très chers, qui sont bien meilleurs en tant qu'amis qu'en tant que vignerons. Bon, on boit ces vins-là en pensant à nos copains et en oubliant la qualité. J'essaie d'être un peu pragmatique, il y a une influence de la météo, de la température, de la pression atmosphérique, qui fait qu'on a plus ou moins d'informations qui arrivent au nez, etc. Ah, d'accord. Il y a certainement aussi une influence de la température en fonction de la température extérieure. On a naturellement tendance à servir les vins rouges un petit peu plus chauds quand il fait chaud que quand il fait froid, parce qu'on les sert à température ambiante. Et quand on les sert un petit peu à température de cave, parfois ça choque certaines personnes en été alors que ça ne les choque pas en hiver. Donc les températures ne sont pas les mêmes. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et je pense qu'il y a une certaine humilité à avoir, à se dire qu'on ne maîtrise pas tout. C'est ça qui est magnifique. Philippe, quelles sont les grandes tendances de demain, notamment pour le vin de Sauternes et celui du château de Fargues?
ça va être peut-être de sortir des sentiers battus ou de redécouvrir les sentiers battus dans une quête de sens. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à l'origine du vin, à la tête du bonhomme qui a fait le vin. À son histoire. À son histoire. Un grand vin doit avoir la gueule de son terroir et les tripes du bonhomme qui l'a fait. Il y a une quête d'authenticité et une quête de sens, pas seulement dans le vin, mais il y a une quête de sens dans le vin aussi. Et le vin, ça n'est pas qu'un produit qu'on peut analyser, c'est aussi une histoire qu'on peut raconter, c'est aussi l'histoire d'une région, c'est toute cette richesse dans le vin. Et je pense que le consommateur en est de plus en plus conscient, avec des grands sommeliers, des cavistes qui s'intéressent à toutes ces histoires et qui se font les relais de toutes ces histoires. Les Lurs Salus en ont plein d'histoires à raconter. Quelques-unes. Merci. Nous avons 3 questions habituelles dans l'émission. Ta période préférée? Maintenant. 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 On a Maintenant. Premièrement, si on veut s'intéresser à l'histoire, on a quand même accès à des archives et à la littérature qui nous permet de plonger dans l'histoire. Oui. Et on a le bonheur d'avoir les avancées technologiques actuelles qui sont formidables. Très accessoirement, on peut vivre très longtemps dans de très bonnes conditions. Oui. C'est pas forcément désagréable. Et puis en plus, on a pas mal de moyens qui nous permettent de faire des bons vins qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Ton artiste préféré? Mon artiste préféré, Glenn Gould. Ah, pourquoi? Nous parlions du génie et de la folie tout à l'heure. Oui. C'est un fou qui nous entraîne dans son génie. C'est joli comme quand on explication. entend les variations de Goldberg, de Glenn Gould, et quand on l'entend chanter, ce qui rendait foudrage les ingénieurs du son, on rentre complètement dans son monde. C'est un type qui me fascine. Et en plus, il jouait assez bien du piano. Me semble-t-il. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Pour terminer, ton œuvre préférée? Le Comte de Monte Cristo. Ah, et pourquoi? Parce qu'il m'a fait aimer la lecture, parce que je C'est me une suis sorte de retrouvé... vengeance quand même. Ah, mais c'est tellement bien raconté. C'est vrai. Et la vengeance est extrêmement jouissive dans le Comte de Monte Cristo. Mon cher Philippe, pour ceux qui voudront en savoir plus sur l'art de la dégustation et sur Fargue. 2 solutions pour ce qui concerne Fargue, le site internet du château, châteaudefargue.com, ou un livre que j'ai caché derrière mon dos, Château de Fargue aux éditions Glénat, qui est sorti l'année dernière, et dans lequel nous parlons de Fargue bien évidemment, mais aussi des possibilités d'accords mets et vins avec des recettes de chefs, voilà, pour apprendre à mettre en valeur les vins de Sauternes. Ah, il y en a de très très belles photos en plus. En plus, avec des photos sublimes d'un waouh, en effet. Voilà, d'un génie bordelais qui est François Poincé, et des textes passionnants d'Hélène Farneau. D'accord, donc l'art de la dégustation est sur Fargue. Eh bien, on rappelle l'auteur, chez Glénat, Château de Fargue. Et les deux auteurs, Hélène Farneau pour les textes et François Poincé pour les photos. Les photos magnifiques. La folle ambition des Lurs Salus à Sauternes. C'est le moins qu'on en puisse dire. Merci beaucoup Philippe de Lurs Salus. Merci beaucoup Laurent. Et à très bientôt autour d'une bonne bouteille. Volontiers. Merci.